Merci de nous rejoindre pour cette troisième visio dans le cadre de notre colloque STIAM qu'on a le plaisir de vous proposer dans le cadre, bien sûr, vous le savez, d'un appel à projet qui a été fait et qui est en cours encore. Donc, on est complètement dedans. Et c'était pour vous rappeler peut-être déjà les deux premières visios seront très rapidement en ligne sur le site de la Mission laïque française, dans la partie justement développement professionnel colloque STIAM. Et pour faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas pu assister à ces deux premières, dans une première rencontre, nous avons eu la chance de recevoir Joey Nadeau, qui est le directeur d'une école à Clare, hein, dans le New Brunswick au Canada. Ils sont très célèbres parce qu'ils ont créé un laboratoire créatif il y a maintenant plus de 15 ans. Donc, ils ont une grande expérience et Joey Nadeau nous a fait le plaisir de partager et de nous proposer même une visite immersive dans le laboratoire créatif. 2 jours plus tard, on a eu donc, toujours cette semaine, on a eu Serge Gagné, qui est aussi un collègue canadien, un professeur multipalette, sciences, technologies, mais aussi un auteur de littérature de jeunesse. Il enseigne au Canada et il a une spécialité, bien entendu, c'est les STIAM. Donc, il a apporté dans cette visio un apport d'informations complémentaires, puisque avec lui, on a été dans les séances et il nous a montré les coulisses de la construction d'une séance en interdisciplinarité dans les STIAM. Voilà, et là, je vais laisser Véronique nous présenter notre intervenante de ce soir. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là parmi nous et nous sommes très très heureux de bénéficier de l'intervention de Margarida Romero qui a une carrière très riche et qui est professeure des universités à l'Université Côte d'Azur en France et professeure associée à l'Université Laval au Canada et qui est particulièrement légitime pour aborder les compétences du 21e siècle dans le cadre de la mise en œuvre des STIAM. Donc, Margarida, je ne prends pas plus de temps Ouais. sur votre intervention et je vous cède la parole. Elle nous exposera tout cela pendant une 40-50 minutes et puis nous aurons ensuite traditionnellement notre petit temps d'échange. À vous. Ouais. Donc, un grand merci de l'invitation. Il me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Il y a certaines destinations que je connais. C'est l'avantage de commencer à être un dinosaure. C'est qu'on est un dinosaure qui a un peu voyagé et qui connaît certains contextes. Et j'ai eu le plaisir d'aller à Claire aussi. Donc, c'est vraiment un contexte qui est vraiment très inspirant. Donc, tout au long de cette présentation, vous pouvez intervenir, même contredire. Donc, il y a des éléments sur lesquels peut-être vous n'êtes pas d'accord et c'est totalement accepté. Et comme on est très Zoom à l'université, je suis habituée également à lire les messages dans les chats. Donc, n'hésitez pas à commenter dans les chats. J'arrive à parfois avoir un mail dans la présentation, un mail dans les chats et faire que cela soit interactif mais surtout utile pour vous. Donc, s'il y a des éléments que, voilà, soit parce que c'est pas clair avec mon accent de vache espagnol, soit parce que ce sont des éléments sur lesquels vous voulez questionner par rapport à l'application dans votre contexte, bienvenue. Hein. Donc, n'hésitez pas à intervenir soit par les micros, soit par les chats. Donc, on va aborder les STEM, les compétences du 21e siècle, et je vais vous présenter plusieurs des idées sur lesquelles nous avons travaillé ces dernières années. Donc, d'abord un petit parcours. Donc, mon accent, il vient pas de Nice. Donc, moi, je viens de Barcelone. Après, j'ai fait une partie de la carrière donc au Québec. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les collègues aussi bien du côté de Québec, Montréal, un peu Nouveau-Brunswick et un peu d'Ontario. Et j'ai continué à partager et à faire des projets ensemble parce que, mine de rien, les collègues québécois, ils aiment bien venir à Nice. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et moi, je continue à avoir le plaisir de collaborer avec eux. C'est très enrichissant de pouvoir faire des projets
collaboratif. Et vous avez vu que côté québécois, les laboratoires créatifs ont pris énormément de force grâce au plan numérique qu'il y a eu ces dernières années. Euh, je travaille donc comme professeur des universités à l'Université Côte d'Azur à Nice. Donc, vous êtes bienvenus. On fait des activités régulièrement. Donc, il y a des semaines intensives dans notre master en technologie éducative, Smart Tech. Donc, elle se passe en octobre, en avril, et on fait aussi une école d'été. Donc, s'il y en a qui veulent profiter pour faire des vacances, passer nous voir, ou simplement venir nous visiter, vous êtes également les bienvenus. Alors, donc, je voudrais aussi, la première ressource à vous partager, c'est celle de la considération de ces compétences-là et des approches de STEAM à l'ère de l'IA. Donc, depuis novembre 2022, on pourrait dire qu'il y a un avant IA générative et un après IA générative. Il y a vraiment eu un bouleversement. Et nous, on était déjà en train de travailler sur ce sujet des IA en éducation depuis une quinzaine d'années, mais c'était considéré par les collègues un peu comme si on était en train de travailler un truc un peu trop de niche, un peu trop, voilà, quelque chose qui n'était pas très, finalement, n'avait pas trop d'incidence à l'école. Et puis, à un moment donné, ça l'a eu. Donc, dans cette première ressource-là, Escolia, vous allez trouver des ressources qu'on a développées aussi bien dans les premières années de cette groupe de travail numérique. Oups, je voulais vous partager les liens directement. Je vous les place ici. Escolia Blog. Donc, c'est un WordPress parce que c'est plus simple que demander aux collègues de l'université de faire des actualisations officielles. Donc, vous trouverez dans ces blogs différentes ressources qu'on a créées, dont un livre blanc, un accès ouvert, Enseigner à apprendre à l'ère de l'IA, donc qui aborde justement les défis de l'enseignement et l'apprentissage, mais également comment on peut s'acculturer à l'IA et avec des activités dans lesquelles on passe aussi par les STIAM, donc pour s'acculturer à différents aspects de l'intelligence artificielle. Donc, au niveau des compétences transversales, moi, j'aimerais savoir si, en fait, votre perspective, en fait, est-ce que vous évaluez dans votre contexte, est-ce qu'il y a parmi ces compétences transversales-là que je vous affiche ou d'autres compétences transversales que vous chérissez spécialement et que vous développez dans les cadres de vos interventions? Donc, j'aimerais savoir, par exemple, je vois qu'il y a Vincent. Donc, est-ce que Vincent, c'est plutôt pensée critique, il est plutôt en équipe créativité, plutôt pensée informatique, plutôt résolution de problèmes. Donc, j'aimerais vous lire dans les chats sur quelles sont les compétences transversales donc, que vous mettez en avant dans vos différentes approches. Peut-être qu'elles ne sont pas dans la liste, ce sont d'autres compétences. Donc, je vois par exemple Roula, lycée Montaigne. Il y a des collègues que j'ai vus, Tatiana, qui était à Beyrouth. Oui, j'étais à Beyrouth, mais on ne travaille pas la pensée informatique en CO2. Pas encore. Pas encore. OK. Donc, je Euh, vois créativité. Donc, une première réponse autour de On créativité. travaille, on travaille seulement la robotique, ça veut dire comme dans Scratch Junior, Mhm, bloque les jeux mhm. et le book créateur, un livre numérique. On crée un livre numérique dans Book Creator, l'application. Excellent. Ils sont en train de saisir des textes sur l'ordinateur. Mhm. Donc, de faire une création avec Book Creator, donc d'une œuvre originale. Très bien. Donc, et je vois également donc, Anne Revers, résolution de problèmes et collaboration, jeu et manipulation. Marina, donc collaboration, créativité. Euh, Oups, j'ai perdu le message. Collaboration, créativité et résolution de problèmes. Mohamed, gérer son stress, très important, c'est vrai, notamment au secondaire. Bon, peut-être au primaire, ça s'est travaillé aussi, mais je pense que c'est vraiment des compétences essentielles également, aussi bien pour les élèves que pour les équipes.
Et un premier élément que je voudrais mettre sur la table, c'est le fait de dire, même si dans la recherche et dans les référentiels des compétences, ces compétences-là sont parfois décrites de manière autonome, on voit beaucoup de chevauchements. Donc, depuis 2013, un des aspects qu'on a travaillé, c'est également de voir quels sont les chevauchements entre ces différentes compétences. Par exemple, le fait de dire qu'une partie de la résolution de problèmes, quand ce sont des problèmes d'une certaine complexité, va nécessiter forcément de la créativité. Donc, on ne peut pas résoudre des problèmes mal définis sans faire appel à la créativité. Des problèmes qui sont des problèmes simples, basiques, oui, on peut les résoudre sans être créatif. Mais des problèmes d'une certaine complexité et mal définis, ill-defined problem solving, ce sont des problèmes qui vont qui vont engager une démarche créative. Mais également la pensée informatique. Donc, la pensée informatique, computational thinking, c'est cette idée qu'il ne suffit pas uniquement de maîtriser les usages du numérique en tant qu'utilisateur, mais que ce qu'on veut, c'est que nos élèves ils soient capables d'utiliser l'informatique pour résoudre des problèmes et pour être des créateurs. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on n'est pas juste des consommateurs, on peut être aussi des créateurs avec le numérique. Et donc, la pensée informatique, elle est très liée aussi à la résolution de problèmes, mais également à la créativité, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire un usage standard de l'informatique, il s'agit de mettre ses compétences informatiques au service de la création d'une solution. Et tout cela, quand c'est à un niveau d'une certaine complexité, on a besoin de collaborer. Okay? Collaborer avec des élèves, mais parfois c'est collaborer avec des experts à l'extérieur de la classe. Et par-dessus tout, et comme métacompétence essentielle, et d'autant plus à l'ère de l'IA, des IA génératives, c'est la pensée critique. C'est le fait de se dire qu'en tant qu'humain, on doit garder une sensibilité et une perspective avec jugement moral et avec un positionnement propre en tant qu'humain qui mettent une perspective sur l'ensemble des activités que nous réalisons. Par exemple, quand on fait faire des maquettes aux élèves dans un contexte de labo créatif, makerspace ou Fab Lab, donc ces endroits où on peut bricoler avec différentes technologies, ce qu'on cherche, c'est également à faire penser de manière critique aux élèves sur les types d'outils qu'ils vont utiliser pour résoudre les problèmes. Par exemple, si on peut faire un bâtiment, on peut modéliser un bâtiment avec des cartons, on ne va pas utiliser l'imprimante 3D. Donc, il s'agit également de penser, dois-je utiliser le numérique? Parce que le numérique, il a un coût, il y a une empreinte écologique très forte. Donc, il s'agit de réfléchir, peux-je faire cette tâche sans le numérique? Si oui, faisons-le, parce que ça nous fait également faire un effort qui est important pour les apprentissages. Ou s'agit-il d'une tâche qui vaut la peine d'être faite avec les numériques? Et si oui, quelle partie des numériques et avec quels outils? Donc, cette idée qu'on n'utilise pas par défaut, mais qu'on fait appel à la pensée critique à chaque fois qu'on met en place une démarche de création dans un contexte maker, dans un contexte de laboratoire créatif, est vraiment très importante également pour permettre aux élèves de ne pas uniquement voir les numériques pour leurs solutions, mais également penser aux différentes alternatives et utiliser avec une certaine sobriété et prudence les numériques. Alors, Anne, oui, n'hésitez pas à partager si vous voulez expliquer en utilisant votre micro. Non, non, excusez-moi, je ne vais pas vous déranger, ça me faisait Ah non, penser. non, Vous c'est pensiez de... bienvenu. Merci. Vous parliez de pensée critique, ça me fait juste penser à cette anecdote où des élèves ont présenté un exposé sur les dangers, enfin la nécessité de préserver la planète. Et en fait, pour présenter, alors c'était pas via le numérique, mais ils avaient conçu une affiche avec des pailles en plastique et ils ne voyaient pas le problème. Donc là, c'était intéressant parce que là, pour le coup,
ça pouvait engager leur pensée critique à l'égard de leur propre production. C'était juste pour partager une anecdote, excusez-moi. Excellent. Mais ça, c'est super bienvenu parce qu'en fait, c'est ce type d'éléments dans lesquels on se retrouve très souvent dans des contradictions que, voilà, parce que ces élèves peut-être n'appliquent pas les par défaut des pensées critiques, où ils manquaient les connaissances sur l'interdiction et les dangers, et spécialement des plastiques non réutilisables, donc qu'ils ont justement à rentrer dans une contradiction. C'est vraiment des éléments très intéressants qu'on trouve, qu'on arrive à identifier quand on fait faire aux élèves. Si on leur fait uniquement produire d'une manière, en fait, ou écouter dans une classe, etc., on ne se retrouve pas à identifier ce type de contradiction. C'est quand on fait faire aux élèves qu'on se rend compte aussi de leur démarche. Donc, par exemple, un élément que nous faisons également, c'est avant de prompter, avant de demander quelque chose à une IA générative, fais une réflexion papier et en équipe de qu'est-ce que tu veux, comment tu veux formuler ta requête. Donc, faire la réflexion préalable avec quelque chose qui est très efficient, qui est le cerveau humain, et donc qu'en plus il faut utiliser pour qu'il fonctionne encore mieux, versus un usage par défaut dans lequel on va raffiner notre requête en faisant des requêtes. Ça consomme beaucoup de ressources et ça nous met aussi dans une position de réflexion moins approfondie. Donc, il faut cet élément de pensée critique et de métacognition, donc contrôler sa propre démarche d'apprentissage. De mon point de vue, c'est un élément qui est vraiment essentiel et qui fait toute la différence sur un apprentissage autonome qui est fait par les élèves dans des contextes non scolaires et l'opportunité qu'on a quand on les a dans les classes de pouvoir les accompagner. Alors, avant d'aller sur les activités maker, je voudrais vous questionner parce qu'il y a un gros éléphant dans la chambre qui est l'IA. Tout le monde l'utilise, ou presque tout le monde, mais pas tout le monde en parle parce que les élèves ont une conscience de peut-être c'est tricher. Mais même des enseignants, ils nous ont partagé cette crainte de se dire est-ce que ce que je fais, c'est éthique ou pas. Donc, je vous présente cette première image et je ne sais pas si vous avez des réactions. Est-ce que cette représentation d'usage de l'IA est une situation est-ce qu'il y a des éléments dans cette image qui vous interpellent en positif ou en négatif? Et c'est à la bonne franquette, hein? Donc, vous pouvez... En Ouais. positif, parce que c'est quand il veut se repérer, l'enfant, il a un outil de repère. Mhm. Ouais, donc en fait, l'enfant, il a là une assistance, mais c'est un élément qui n'est pas l'activité centrale. Il continue à écrire sur les papiers comme un élément on sait maintenant avec la recherche que écrire et faire des schémas sur papier aide à mieux mémoriser et à mieux faire la conceptualisation. Oui, il y a Rola, deux personnes, il y a une personne qui a levé sa main. Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que en fait, il peut faire ce va-et-vient entre son écran et son papier. Et donc, ce qui fait Mhm, cette élasticité au niveau de son cerveau, ce qui lui permet de faire en fait deux tâches, on va dire, mais pas en même temps, mais simultanées peut-être, oui, mais elles se font mhm, pas en même temps, parce qu'on sait très bien par rapport à neurosciences, c'est pas en même temps, mais il y en a une qui se fait avant une autre. Donc, en tout fait, à il a fait. son assistante, elle est là. Et puis, Mhm, je pense aussi au niveau émotionnel, ça peut le sécuriser, ça peut l'aider, ça peut le faire avancer. Et puis, mhm, donc, en fait, c'est progresser en même temps sur les deux niveaux, que ce soit au niveau mhm. numérique ou au niveau format papier, on va dire classique, traditionnel. Tout à fait, je partage et puis c'est combiner les mieux des deux mondes, donc sans substituer les processus d'effort qui est fait dans cette activité qui est manuelle de résolution de problèmes, mais là dans ces contextes-là, cette image que comme vous bien notez Mohamed, c'est une image générée par IA. Ici, en fait, cette tablette, elle est en train de représenter une aide au devoir qui peut-être il n'y a pas des parents ou des connaissances suffisantes autour de personnes autour de cet enfant pour l'aider dans ses exercices. Et donc, cet enfant peut utiliser, pas pour obtenir une réponse, mais pour comprendre les processus.
Donc, c'est très différent des usages dans lesquels on demande juste la réponse, mais là, une aide dans la démarche pour débloquer des situations sur lesquelles il aurait pu se bloquer s'il n'aurait pas d'aide. Donc, là-dedans, au fait, on a un usage qui est voilà, c'est une représentation dans laquelle l'intégration de l'IA continue de laisser la place à l'enfant sur sa démarche, mais qui se vient uniquement se positionner comme un complément. Donc, Yann, tout à fait d'accord. Et la seule chose que, au moment de générer, là, ça pose un petit problème, c'est cette petite tasse de café. Voilà, on ne donne pas des psychostimulants aux enfants. Donc, c'est la petite chose qui, voilà, au moment de faire cette image, une pomme aurait été mieux, effectivement. Mais l'IA et les technologies, c'est aussi ça, c'est des usages passifs d'e-scrolling dans lesquels on utilise des plateformes qui ont été optimisées avec les meilleurs chercheurs sur la gestion de l'attention, sur les courbes d'attention et qui ont fait des algorithmes extrêmement sophistiqués, des algorithmes de recommandation, dans lesquels, en fait, quand par rapport à la courbe d'attention, il y a une identification que vous êtes sur les points de reprendre les contrôles, il va y avoir un contenu surprenant ou quelque chose qui va faire que, ça y est, vous êtes relancé dans cette courbe d'attention et ça vous maintient le plus longtemps possible. Ça, il ne faut pas les nier, ce sont des éléments problématiques en dehors de l'école, ça n'arrive pas à l'intérieur de l'école, ou si ça arrive, ça peut facilement s'encadrer avec des réglementations d'usage du téléphone à l'école, mais ça reste aussi une autre des faces des technologies liées à l'IA. Donc, face à ça, on a aussi des scénarios qui vont dépendre aussi de qu'est-ce que nous, en tant qu'enseignants et en tant qu'acteurs éducatifs, on décide de faire. On peut utiliser les technologies pour développer des compétences liées à la pensée critique, pensée informatique, résolution de problèmes, créativité, collaboration et bien d'autres, ou on peut s'enfermer, en fait, se laisser porter par des outils qui sont extrêmement bien faits pour capter notre attention, avec les risques également de ne pas faire l'effort de réfléchir de la même manière, d'avoir une certaine passivité face aux informations, d'accepter un certain point de vue sans aller essayer de comprendre le point de vue des autres. Et il peut y avoir aussi une mystification par rapport à ces usages, en se disant, bon, si c'est proposé par un système, ça doit être optimisé. Donc, on délègue notre capacité d'action et même les risques d'automatisation des activités à valeur ajoutée humaine. Donc, un des éléments sur lesquels nous, en tant que chercheurs, on s'est positionné, c'est le fait de se dire que jamais on doit accepter que des outils viennent remplacer la tâche enseignante. Et c'est là, malgré des contextes de pénurie ou d'autres. Donc, on doit s'assurer que tout usage des technologies, il s'est fait toujours en gardant au centre l'enseignant et en gardant au centre l'élève. OK. Donc, on a fait cette sorte de Nutri-Score. On l'avait déjà, et après, je vais vous montrer, appliqué aussi à des activités de robotique et des activités de programmation. Cette idée, c'est de faire un Nutri-Score. Ce n'est pas des niveaux auxquels il faut aller d'un l'un à l'autre. Il peut y avoir une combinaison, sauf comme formation passive où il faut la réduire, mais aussi bien les côtés interactifs que des créations, co-créations et de apprentissage expansif, donc de la transformation. Ce sont des éléments à explorer qui peuvent être intéressants dans certaines activités. Hein, on verra des exemples. Mais l'idée, c'est de dire la technologie, ça soit dans un labo créatif, ça soit tangible, non tangible, IA ou pas IA, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question des usages qu'on va faire dans les contextes de l'activité et de la manière dont on décide de l'utiliser de manière consciente. Donc, on a un nouveau défi pour les enseignants, ça nous rajoute du travail parce que ça veut dire que on doit également réfléchir à un outil de plus, c'est-à-dire, est-ce que pour cette tâche, par exemple, je demande aux élèves de faire une synthèse, par exemple, je demande de faire la synthèse en classe, donc ils vont la faire papier.
est-ce que je leur demande de faire une synthèse à la maison en sachant qu'ils peuvent utiliser un outil de génération des IA génératifs textuels pour la faire? Donc la question, c'est comment je pense les activités en sachant que ce qui se passe en dehors de la classe n'est pas maîtrisé. OK? Donc, comment on doit s'assurer qu'à l'intérieur de la classe, les usages, ce sont des usages qui apportent de la valeur ajoutée et qui amènent également de ce côté des réflexions critiques que vous avez en tant qu'enseignant avec de l'expertise disciplinaire, mais que les élèves euh, peuvent ne pas avoir. OK. Donc, on va aller sur les côtés maker, donc sur les côtés STEAM, donc comment ces approches, donc sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques sont approchées. Et donc, je voudrais également vous partager des ressources qui viennent également de la recherche, mais qui sont des éléments aussi qui peuvent être utiles pour la mise en place des projets. Là, on s'est pensé dans différents types de projets, de quelle manière on peut préserver la curiosité et un sentiment d'auto-efficacité. Euh, Quand on fait une activité qui est relativement complexe, on doit préserver une sensation de progression. Donc, pour faire cela et face à des défis des artefacts parfois qu'on fait en labo créatif, un élément que nous avons vu qui semble une évidence, vous allez me dire pourquoi faire de la recherche, on le sait déjà, c'est de faire du travail en binôme ou en petite équipe. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est très complexe, par exemple, faire en fait, créer un système robotique ou faire une programmation sur Arduino ou faire un projet comme ça, aussi bien du côté des élèves que du côté des enseignants, être seul face à une difficulté technologique et peut-être un élément qui cause beaucoup de stress. Donc, le fait de travailler avec d'autres personnes, de faire aussi, pas uniquement de faire travailler les élèves en équipe, mais aussi de faire des co-teaching, donc d'être au moins deux personnes être au moins deux personnes, des enseignants à travailler sur les projets, ça, ce sont des éléments qu'on a vus systématiquement dans les différents projets qu'on a observés dans les classes fonctionner très bien. Faire seul ce type de projet peut être complexe, mais être au moins deux enseignants, même dans des disciplines différentes, à travailler ensemble, c'est un élément très protecteur pour soutenir également, pas uniquement face aux difficultés techniques, mais même parfois face aux critiques qu'il pourrait y avoir d'autres collègues ou des inquiétudes des parents ou autres. OK? Est-ce que cela peut être travaillé avec les petites classes? Oui, ça peut être travaillé avec les petites classes. Et en fait, les niveaux de complexité peuvent être adaptés à chaque fois, donc en fonction du projet. Là, par rapport aux approches Maker, STM, il y avait déjà auparavant une tradition forte. Ça, c'est des activités anciennes, et même dans mon époque des dinosaures qu'on faisait à l'école, c'est par exemple faire des paniers à osier. Ça, ce sont des techniques, des approches dans lesquelles on peut faire les liens avec beaucoup de matières. Donc, on va faire en mathématiques, donc les calculs pour où placer les trous correctement. On va calculer la quantité d'osier qui est nécessaire. On va penser également aux éléments on va pouvoir travailler les éléments d'histoire pour savoir est-ce que à partir de quel moment les personnes en étaient capables de faire ce type d'instrument, de quelle manière ils étaient préservés ou transporter les différents aliments ou différents éléments nécessaires pour une société au long de l'histoire. Donc, quand on fait ce type de projet de type manipulation, ce sont une opportunité énorme pour travailler sous une approche interdisciplinaire. OK. Donc, un exemple maintenant pour par rapport aux compétences. Donc, on va prendre l'exemple de la paella. OK? Si je vous dis, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la paella ou qui ont fait. Est-ce qu'il y en a qui cuisinent la paella, qui ont cette compétence-là?
OK, Anne est une spécialiste, Karima aussi. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin à la fois des connaissances, on a besoin d'un contexte, donc parce que, par exemple, si on doit cuisiner une paella dans un barbecue, ça va être différent que la cuisiner à l'intérieur d'une maison. Donc, il y a un élément également de famille des situations dans lesquelles on va pouvoir les faire. Euh, et cet élément-là donc, fait appel donc, à tout un ensemble. Ça, c'est un exemple de compétences dans lesquelles on voit que ce n'est pas uniquement les connaissances, mais c'est aussi la capacité à les mobiliser dans un contexte concret. Donc, on va voir, on ne va pas que se limiter à la paella, on va voir aussi des activités techno-créatives, ok, comme un exemple également de cuisine différenciée. Quels sont les différents types d'activités donc, qu'on peut réaliser? Parmi les activités qu'on a identifiées, donc, notamment pour les primaires, un élément important, c'est aussi de se dire qu'on n'a pas que besoin du matériel, on peut également faire des activités débranchées. Donc, ces activités débranchées, vous allez trouver beaucoup de ressources sur le site de Pixis. OK. Mais également, si vous faites un plaque computing du côté anglophone, vous allez également trouver pas mal d'éléments. Et on va continuer avec la métaphore de la paella, justement pour faire la différence entre des activités techno-créatives qui visent à développer des compétences versus des activités qui sont trop dirigées. Qu'est-ce qui se passe en éducation? On pourrait, il y a beaucoup de guerres en sciences de l'éducation, il y aura qui vous dira non, il faut de l'explicite, non, il faut du constructivisme, etc. Nous, on est de l'école, on est plusieurs à être dans une approche de pensée qu'il faut plutôt une diversité pour tenir compte aussi des besoins spécifiques de chaque situation. En fait, les menus, il va falloir cuisiner les plus artisanalement possible et souvent de manière personnalisée par rapport à chacun de vos élèves. Ça, dans les approches projets, au lieu d'avoir des connaissances déclaratives qui sont des unités de connaissances modulaires et uniques. Donc là, ici, un exemple avec des céréales, des Cheerios. OK? L'idée, c'est de se dire, en fait, cette connaissance décontextualisée peut être un élément qu'on peut consommer parfois, mais il faut l'accompagner également d'activités davantage riches dans lesquelles on va combiner et on va demander à faire preuve de compétences en faisant appel aussi bien à des connaissances procédurales, donc le savoir-faire, et des connaissances du savoir-être adapté au contexte. OK. Donc, sur ça, au fait, quand on fait des approches technocréatives, ce qu'on essaye de faire, c'est éviter cette décontextualisation, cette simplicité des unités d'enseignement pour donner aux élèves des situations qui sont beaucoup plus complexes. OK? Donc, on s'en va sur des exemples. Donc, type d'activité qu'on peut travailler pour ce développement des compétences. Donc, des activités de robotique pédagogique qui ne sont pas forcément pas à pas, donc dans lesquelles vous proposez un défi. OK? Par exemple, une des activités que nous avons analysées aussi côté recherche, c'est la course sans gagnant. Je vous l'écris parce que ça peut sonner bizarre. Course sans gagnant. Donc, la course sans gagnant, il y a plusieurs élèves, donc chacun avec des robots différents, donc des robots différents du même type ou de différents types. Et l'objectif, c'est qu'en se plaçant à des endroits différents, ils doivent parvenir à arriver au même endroit au même moment. Donc, par exemple, on va créer une maquette et on va se dire, voilà, vous êtes le bus scolaire et vous devez arriver à l'école 10 minutes avant le début des classes. Et donc, il va falloir programmer votre robot pour qu'il arrive donc, à l'école en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? Les élèves vont devoir faire leurs calculs par rapport à leur robot, mais ensuite, ils vont devoir également coordonner la programmation des autres équipes pour qu'il puisse y avoir, soit par une question de vitesse, soit par une question de parcours, soit par une question de retarder les temps, une manière de synchroniser l'arrivée de ces différents robots. Donc, on va scénariser et on va donner une narrative de défis à ces différentes activités.
apprentissage de la programmation et apprentissage par la programmation. Donc, l'idée de considérer que pas uniquement on peut apprendre à programmer, mais on peut utiliser la programmation comme un outil de modélisation des connaissances. Donc, par exemple, on peut demander aux élèves, fais un scénario interactif pour me représenter donc, les cycles de l'eau. Donc, je veux pas uniquement un élément papier. Là, il faut qu'on voit quels sont les processus et qu'ils soient animés. Donc, la programmation n'est pas uniquement un but en soi, mais est également un élément très puissant pour faire modéliser aux élèves ou pour leur faire créer des histoires interactives, des cartes pour la fête des mères ou d'autres activités d'expression qui peuvent être très intéressantes. Et également apprentissage par les jeux et création de jeux pour apprendre. Donc ça, ce sont des aspects importants. Pourquoi ces compétences-là? Parce qu'on est aujourd'hui face à des défis sociétaux complexes. Et donc là, j'aimerais donc finaliser avec ces concepts-là aussi. Ce sont des éléments de penser que c'est pas uniquement la créativité à petite échelle des activités qu'on fait en classe, mais c'est également considérer qu'en développant la créativité, c'est que nous, on peut développer, c'est l'agentivité. Donc, c'est un terme, ça peut sonner un peu bizarre, mais je vous assure, il s'écrit comme ça en français, qui est celui de notre capacité d'agir. Donc, face aux défis de notre planète, face aux défis sociétaux, face aux défis de notre communauté, on pourrait se dire, voilà, en fait, on pourrait rentrer dans une perspective un peu fataliste en disant, voilà, en fait, c'est ultra complexe, on ne peut rien faire. Ou on peut s'inscrire dans les pédagogies de l'espoir, donc Pedagogies of Hope, et se dire que à chaque fois, on a une marge créative qu'on peut, à notre petite échelle ou à notre échelle collective, mobiliser, dans lesquelles, en fait, on va peut-être pas résoudre tous les problèmes du monde, mais on peut déjà faire à notre petite échelle, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir un impact moins négatif sur la planète? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation des autres? Donc, c'est l'idée de ne plus être passif et fataliste, mais c'est de se dire que les élèves, ce sont nos citoyens de demain et donc il faut leur donner également l'espoir et les compétences pour solutionner des problèmes que même nous, on n'a pas résolu, on n'a pas réussi à résoudre. Dans ça, des mises en situation, l'apprentissage par les jeux est très bon. La modélisation, donc là, quand on fait des maquettes, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à faire une approche itérative. On développe la tolérance aux erreurs. Donc ça, c'est également un élément que dans la posture de l'enseignant, il faut également considérer. Donc comment, quand on est dans ces approches STEAM, il y a beaucoup de défis. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs de la part des élèves. Mais il y a aussi beaucoup de défis de la part de l'enseignant. Donc, comment également on se met dans une situation dans laquelle, quand nous, enseignants, on ne sait pas, on peut également trouver une solution avec les élèves et pas uniquement être dans un rôle de savant expert. OK. Donc, élément de réflexion donc, sur les métiers qui nécessitent justement cette prise de décision complexe et de la créativité, etc. Donc, on a les métiers d'enseignant et les métiers de la santé mentale comme étant vraiment très, très importants, mais aussi des métiers qui sont davantage à risque à être automatisés, comme par exemple un contrôleur des impôts ou des métiers liés au secrétariat qui vont davantage avoir un risque de s'automatiser. OK, donc... et là, c'est la fin. Donc, pour mettre en place ce type d'activité, il ne faut pas uniquement penser ces compétences-là, mais il faut penser aussi quel est le climat de classe qu'on veut développer. Et donc, ça, dans les labos créatifs, aussi bien à Claire, on les sent, cette ambiance-là, mais que dans des contextes comme les Fab Labs qui a été créé au Collège Berton à côté de Nice ou dans d'autres endroits, il n'y a pas uniquement le fait d'avoir un enseignant qui a des idées sur des projets,
qui a une envie de travailler avec les élèves sur ces approches du STIAM, mais il y a également le fait qu'on travaille les valeurs qui font qu'on peut faire face à des défis complexes ensemble. Au niveau des groupes, donc la bienveillance, l'entraide, la confiance. Au niveau de l'apprenant, le fait d'orienter à la qualité, l'autonomie, développer l'autonomie. La curiosité, ok, donc on reste pas avec, au fait, avec les par défaut, on essaye de mieux comprendre, de se poser des questions, d'être curieux et à la fois les lier à la pensée critique. L'essence de l'initiative, donc pareil, on ne reste pas passif, on prend action quand on voit un élément sur lequel on peut agir. La persévérance, c'est très important en résolution de problèmes. Tolérance à l'ambiguïté, donc être capable d'agir même si on ne dispose pas de toutes les informations, et un certain sens de l'humour et capacité à tolérer l'erreur. Donc ça, ce sont des éléments qu'on a vus par rapport aux différents projets de recherche et des activités qu'on fait dans la formation des enseignants et dans les activités dans les écoles. Mais il me fera plaisir pour cette dernière partie aussi discuter avec vous et également apporter éventuellement d'autres éléments qui puissent vous être utiles. Merci, Margarida, pour cette présentation. Alors, n'hésitez pas à donc interagir, notamment en utilisant le dialogue par écrit, parce que c'est vrai qu'on est quand même presque, on est 75 Mhm. exactement, donc c'est vrai, c'est pas facile de le faire en ouvrant les micros. Donc, n'hésitez pas à avoir des questions. Ben, s'il n'y en a pas, je vais peut-être faire ma curieuse, Margarida, Mhm. et Ah oui. commencer par rapport justement aux compétences du 21e siècle qui sont grandement sollicitées dans les STIAM. Quelquefois, on se pose la question du curseur quand on Mhm. prépare une séance STIAM. Quelle est la priorité? Est-ce que, bon, on a les compétences disciplinaires, interdisciplinaires, comme tu l'as expliqué, puis il y a les compétences du 21e siècle. Alors, est-ce qu'on va d'abord placer les compétences interdisciplinaires et ensuite, évidemment, ça va forcément déclencher des compétences transversales? Ou alors, est-ce que c'est les compétences comme par exemple la créativité qui peut être le point de départ de tout projet STIAM? Donc, en fait, Mhm. qu'est-ce qu'on doit placer en premier? Est-ce que l'un va forcément amener les autres, amener les compétences du 21e siècle? Donc voilà, c'est ça la question. Je ne sais pas si j'ai été Mhm. très claire, on va dire. Oui, 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 tout à fait. En plus, je pense que c'est un élément, en fait, quand vous êtes dans des approches STEM, il y a tellement, en fait, si on devrait cocher tous les éléments du curriculum qu'on est en train de travailler, en fait, on cocherait vraiment un nombre immense. Mais l'élément qu'on a trouvé aussi à travailler avec les enseignants, c'est le fait de se dire, même si l'activité a un potentiel et il mobilise beaucoup de compétences aussi bien disciplinaires que transversales, on va mettre les focus à chaque fois sur un ou des aspects. Donc, par exemple, un aspect de la compétence transversale, par exemple, générer des idées dans la créativité. Donc, on va se focaliser sur la pensée divergente, cette petite partie de la créativité. Et par exemple, sur le fait de maîtriser une certaine opération en mathématiques. Donc, là, on dit aux élèves, pour cette activité-là, voici, et ça c'est quelque chose qu'on fait avant l'activité. Donc, on va leur donner un peu un élément méta pour mettre l'attention et réguler l'activité par rapport à ces éléments-là. Et puis, même dans une activité similaire, mais dans une prochaine, on va mettre les focus sur un élément ou sur un autre, mais on essaye en tout cas de gérer également la charge cognitive, c'est-à-dire on est en train de travailler beaucoup de choses, mais aussi bien pour nous en tant qu'enseignants que pour les élèves. Si on est en plus de notre défi en train de tout gérer, c'est ultra compliqué. Donc, c'est le fait à chaque activité, choisir un, deux, maxi trois éléments sur lesquels on veut se focaliser. Et à la limite, même pour l'évaluation, en fait, nous, on a déjà abandonné il y a longtemps l'idée de se dire on va faire une activité dans laquelle on va évaluer une compétence. Une compétence, c'est plutôt un élément dans lequel, par le biais de plusieurs activités, on arrive à avoir une impression qui, en plus, on va dire, c'est contextuel. Ça veut dire que tu as fait preuve de créativité dans ces activités-là,
mais ce n'est pas un acquis pour la vie. Ça veut dire que tu as les potentiels de mobiliser ces compétences transversales dans ces contextes-là, dans ce type d'activité-là. Mais il va falloir continuer à faire preuve de ça parce que c'est pas une étiquette qu'on a à vie. Donc, on peut pas. Donc, ça, c'est en recherche, c'est aussi bien établi. On ne peut pas considérer que quelqu'un est créatif d'une manière générale. Quelqu'un fait preuve de créativité dans une tâche en concret, dans un contexte disciplinaire spécifique. Et donc, si j'ai fait preuve de créativité en écriture, mais peut-être je ne suis pas créative en piano parce que je n'ai même pas les connaissances et les compétences de base pour arriver à être créatif. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, les compétences transversales, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir attraper et coller. Ouais, c'est quelque chose qui va être toujours en mouvement. On va faire des photos de temps en temps. Donc, ça, c'est un peu une approche pragmatique pour aborder ça. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais essayer de remonter un petit peu le fil de la discussion. C'est bon signe. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que la présentation a été extrêmement claire. Toujours imagée, qui met un appétit, hein, avec toujours ce recours aux photos gastronomiques, hein, qui sont très Ouais. L'autre explicites. exemple des compétences nous vient d'une collègue de Marseille. Elle est sage-femme. Mais bon, les illustrations, là, c'est un peu plus complexe. Euh, Mais elle est excellente parce qu'au fait, pour les sages-femmes, ça a été en France un des corps de métier dans lesquels les référentiels de compétences ont été développés au plus tôt. Et ça fait sens parce que j'imagine que personne ferait confiance à quelqu'un qui aurait uniquement des compétences. Il faut quand même avoir des compétences en contexte, donc quelqu'un qui soit capable. Et donc, pour les métiers de sage-femme, cette notion de compétence, elle est vraiment essentielle. Mais c'est vrai que les illustrations sont un peu plus compliquées que celles de nourriture. La paella notamment. Ouais. Bon, mais je pense qu'on n'a pas spécialement de questions. Alors, comme il nous reste un tout petit peu de temps, peut-être Véronique en a une. Oui, peut-être, Margarida, vous disiez que les compétences sont toujours en mouvement et qu'on ne peut faire que quelques photographies là à l'instant. Est-ce que on peut quand même intégrer l'évaluation des compétences dans un parcours? Comment est-ce on fait pour avoir voilà, un cursus et un travail dans la durée et pluriannuel pour nos élèves sur ces compétences-là alors? Oui, tout à fait. Je vous partage justement des éléments pour ceux qui voudraient aller plus loin, donc les schémas des compétences et d'autres. Et on a fait des guides, donc pour ceux qui les souhaitent, au fait, les guides sont également disponibles, donc avec plusieurs idées d'activités. Euh, activités. Et après, comme ça, je vous donne ces éléments-là. On est en train de préparer d'autres guides par rapport aussi à des activités STIAM avec aussi de l'IA. Donc, donc là, je vous les partage ici. Et donc, pour travailler sur les compétences, au long d'une année, au fait, euh, euh, pour l'évaluation, je pense que c'est un élément, souvent, on se met ça, nous, en tant qu'enseignants, comme fardeau à préparer à la maison ou à devoir planifier, et c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Un élément que je fais de plus en plus aussi bien côté université que j'encourage nos enseignants du primaire, du secondaire à faire, c'est travailler l'évaluation avec les élèves. Donc, Mhm. c'est-à-dire que, par exemple, créer une grille critériée qui était spécifique à une activité. Par exemple, on fait un défi robotique dans lequel des classes vont venir devoir travailler ensemble. OK, donc on va dire aux élèves, on travaille la résolution de problèmes. Qu'est-ce qu'on sait par rapport au référentiel, par exemple, pour la résolution de problèmes? Donc, il faut savoir identifier les informations de l'énoncé. Il va falloir identifier la démarche, il va
il va falloir définir la démarche. OK? Donc, comment ces éléments-là, dans cette activité-là, on va les observer. Mais ça, si on se l'amène comme travail à la maison, c'est lourd. Et de toute manière, il va falloir l'expliquer aux élèves. Donc, un élément aussi, et ça nous vient des collègues en recherche qui travaillent du côté irlandais, c'est en fait de faire des rubriques et des critères d'évaluation avec les élèves avant l'activité. C'est-à-dire de pouvoir s'assurer qu'on comprend tous qu'est-ce qu'on veut dire par résolution de problème, mais qu'aussi on va trouver dans l'activité des indicateurs et des observables qui peuvent nous montrer qu'on a compris, qu'on a bien fait la démarche. Et ça nous aide, au fait, quand il y a déjà cette activité de définir ensemble les critères d'évaluation. Même si c'est une évaluation qui est juste formative, hein, pas besoin que ça soit toujours une évaluation pour les bulletins des évaluations sommatives. Donc, même en faisant déjà cette partie de l'activité, les élèves vont avoir déjà un repère fort de à quoi je dois faire attention, qu'est-ce qui est attendu pour cette tâche. Donc, il y a déjà une partie de la tâche qui est résolue juste en faisant cette tâche d'évaluation. Donc, ça, c'est un des cours que je donne à l'INSPE, donc celui d'évaluation approche par compétence. Et ce qu'on voit, c'est ça, c'est ramener l'évaluation pour le faire avec les élèves, démystifier l'évaluation, pas faire que l'évaluation soit uniquement des moments stressants pour contrôler des connaissances, mais aussi permettre que les élèves développent des compétences pour mieux s'auto-évaluer. Merci beaucoup. Il y a un complément en fait par rapport à ce qui vient d'être dit, une remarque de Anne qui dit qu'une partie des compétences travaillées en collaboration aussi peut se faire aussi en la co-construction. Euh, donc les compétences travaillées en collaboration, ça aussi, on peut aussi impliquer les élèves dans Mhm, la création de grilles du coup partagées et, mhm. et donc remplies en collaboration dans le groupe. Ça, dans les STIAM, ça a aussi du sens? Totalement, totalement. D'autant que c'est des activités qui parfois rajoutent de la complexité. C'est un élément très intéressant à faire ensemble, même à partager après ensuite avec d'autres enseignants. Voilà, par exemple, dans les projets que nous avons fait autour des maquettes des villes, un élément qu'on a fait, il y a par exemple un enseignant qui va travailler ça d'un point de vue de l'histoire, un autre enseignant au secondaire, hein, mais au primaire, ça peut être à la même équipe. Mais au secondaire, un qui va travailler des points de vue de l'histoire, un autre depuis les arts plastiques, une autre personne qui va travailler depuis les maths. Donc, se dire, ah tiens, on va travailler les ombres, les projections, etc. Donc, l'idée également, c'est de travailler ces évaluations-là, les partager, mais surtout engager les élèves dans cette complexité parce que autrement, dans les activités STIAM, pour l'enseignant, c'est très lourd de tout porter. Donc, ça peut être un Mm. élément dans lequel on se dit, au fait, c'est tellement lourd que je préfère l'approche plus traditionnelle dans laquelle voilà, je suis dans telle discipline, tel élément, et j'aborde ces petits, voilà, la métaphore était ces petits bouts de céréales dans lesquels c'est déjà tout, voilà, tout petit et tout désintégré. Ça, c'est un élément qui peut-être est plus facilitant, mais qui empêche les niveaux de complexité dans lesquels même, je trouve que nous, en tant qu'enseignants, on a aussi, on a les rôles d'être des modèles face à la gestion des difficultés et de la complexité. Plus on rajoute on intègre des activités interdisciplinaires et complexes en classe, plus il y a le risque qu'on ne sache pas ou qu'on fasse nous-mêmes des erreurs. Et donc, cette démarche-là de montrer comment nous, on gère quand on ne sait pas, comment je fais la recherche d'informations, comment on va chercher de l'aide même chez d'autres enseignants ou sur Internet, etc. Ce sont des éléments, je trouve, euh, très intéressants, mais qui sont confrontants pour certains enseignants qui ont été éduqués ou qui ont été dans une culture d'école dans laquelle, au fait, l'enseignant est en contrôle tout le temps. Donc, Mm. dans un contexte STIAM, est un peu difficile, ça demande beaucoup d'efforts. Tout à fait. C'est un changement de posture, oui. Mhm. Bon, alors écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons remercier Margarida Merci beaucoup. pour ce webinaire.
sincèrement. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite du colloque lundi prochain avec Isabelle Chola, qui était aussi parmi nous pendant l'intervention de Margarida, qui est inspectrice de l'éducation nationale et qui abordera justement l'évaluation des compétences académiques à travers, enfin les programmes, disons, à travers les activités STIAM. Voilà, même heure lundi. Merci à tous Merci beaucoup. Bonne Merci soirée beaucoup. et grand ou bonne merci nuit à soirée. pour certains.